et pas directement de vive voix. Ce qu'on va faire pour commencer, c'est qu'on on va resituer un petit peu le contexte rapidement de l'avenant 19. Donc, comme vous le savez, je n'étais pas présidente au moment de la signature de cet avenant, puisque c'était au mois de février. Les négociations ont commencé l'an dernier, en fait, en 2021, à l'automne. Et donc, l'équipe des négociateurs et des négociatrices de la FNO ont échangé, alors uniquement par visio, hélas, à l'époque, avec les équipes de la CNAM pour discuter d'un certain nombre de sujets. Bien entendu, en préalable des négociations, une demande avait été formulée clairement par la FNO d'obtenir une augmentation globale de nos actes, donc avec une forme d'augmentation de l'AMO. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le fonctionnement est le suivant. Le ou la ministre de la Santé, au moment des négociations, écrit une lettre de cadrage qui permet au directeur de la CNAM de commencer les discussions. Donc là, c'est par exemple, je ne sais pas, vous avez peut-être lu dans la presse, c'est ce qui vient de se passer la semaine dernière pour les médecins. Donc le ministre de la Santé a rédigé une lettre de cadrage. Et lors des négociations, on ne discute que dans le cadre de cette lettre de cadrage. Et donc, elle est plus ou moins précise, souvent assez détaillée et assez précise. Et donc, effectivement, elle n'indiquait pas d'augmentation de l'AMO, et malgré nos demandes réitérées, cela n'a pas changé. Très clairement, ce qu'on observe, c'est que c'est le cas également dans les autres professions. À ce jour, aucune autre profession ayant terminé ses négociations ou étant en cours de négociation ne s'est vue proposer d'augmentation de sa lettre clé. Et à notre connaissance, ce n'est pas prévu non plus pour les négociations à venir, par exemple celle des médecins. Donc dans ce cadre contraint, on se doit de discuter dans la mesure de ce qui nous est possible. Et c'est ce que l'équipe a fait à ce moment-là. Donc on a obtenu un certain nombre d'avancées dans certains domaines. Ce qu'on va faire, c'est peut-être vous citer un petit peu globalement les domaines avant de pouvoir enchaîner sur vos questions plus précises directement ensuite. Alors, je vous propose effectivement de rebalayer les différents points qui ont pu être négociés. J'espère que vous nous entendez tous et toutes bien. Donc, on a un nouveau bilan qui fait son apparition, qui est le bilan de prévention et d'accompagnement parental. Alors, je ne vais pas le détailler, je vous donne les grandes lignes et ensuite, on va revenir dessus au fil de vos questions, donc n'hésitez pas. On a eu des revalorisations d'actes, notamment sur les actes qui concernent les troubles du neurodéveloppement. Donc, les actes pour le graphisme et l'écriture, pour le langage écrit et pour la cognition mathématique. Mais également dans un autre domaine pour les dysphagies, l'utilisation de la voix oro-œsophagienne, les troubles de l'articulation, la déglutition dysfonctionnelle et la rééducation vélo-tubo-tympanique. Ça, c'est en ce qui concerne les revalorisations des actes déjà existants. On a eu des revalorisations sur les actes de groupe, que je n'oublie rien, mais aussi sur les indemnités kilométriques et les indemnités forfaitaires de déplacement. Et puis, je regarde également des indemnisations, oui, pour les maîtres de stage en zone sous-dense qui reçoivent des 4e ou des 5e années. Voilà, que je fasse un petit peu le tour dans les forfaits. Notamment concernant le forfait FOH, on a pu intégrer l'AMO 15.7. Voilà, globalement, sur le forfait, le FPH également, qui s'est étendu aux 7 jours après, donc le 7 jours après la sortie d'hôpital. Voilà un petit peu. Alors, ça, c'est vraiment au niveau des grandes lignes. Je voulais rebalayer pour que vous ayez en tête les différentes revalorisations et les différentes nouveautés qui sont arrivées avec cet avenant. L'objectif, c'est vraiment de répondre à vos questions par rapport à ces nouveautés. Est-ce que peut-être il y a déjà des questions ou est-ce que tu vas ajouter quelque chose? J'ajoute juste que, en fait, comme vous avez remarqué, donc, la signature de l'avenant 19 a eu lieu le 25 février. Il a fallu attendre ensuite 2 mois pour la publication au journal officiel
fin avril. Et ensuite, il y a cette fameuse période des stabilisateurs économiques qui dure 6 mois, qui est destinée à vérifier que l'équilibre financier de la CNAM n'est pas mis en péril par les augmentations tarifaires qui sont proposées. Et donc, après 6 mois, après la publication du journal officiel, les augmentations tarifaires apparaissent enfin, et donc c'est ce qui s'est passé donc, le 27 octobre dans le logiciel. On avait eu aussi, vous vous en souvenez, au mois de juillet, la suppression de la demande d'accord préalable pour toutes les prises en soins initiales, toutes les prises en soins initiales. Voilà. Donc là, on est en cours on a eu déjà la majorité des augmentations, mais il y a quand même un phasage qui demeure, hélas, malgré tout, avec une seconde augmentation qui aura lieu sur certains actes le 1er juillet 2023. Donc c'est un phasage qui est relativement rapide, puisqu'on est sur 8-9 mois, alors que effectivement, dans certaines professions, les phasages peuvent être proposés plutôt sur 2, 3, 4 ans. Voilà. Alors, je vois qu'on a déjà des questions. Donc, les IFN, indemnités forfaitaires neurologiques, sont rejetées par les CPAM. Effectivement, on a aussi eu ces échos-là et on a aussi constaté ça dans nos cabinets. Visiblement, toutes ces évolutions-là du côté des IFN n'ont pas été encore prises en compte par les CPAM. Donc, bien entendu, nous avons alerté nos contacts à la CNAM immédiatement. Et voilà, le nécessaire va être fait, évidemment avec un effet rétroactif, et on y veillera. Donc, n'hésitez surtout pas, une fois que les IFN seront bien acceptés, à vérifier que l'effet rétroactif a bien eu lieu et à revenir vers nous si ce n'était pas le cas, qu'on puisse à nouveau solliciter la CNAM et qu'ils puissent faire le nécessaire. Donc, Violette. Ah oui, effectivement, nous sommes Violette. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Très bien. Bon, ça n'empêche pas qu'on nous voit ou qu'on nous entend. Attends, je vais essayer de couper quand même la vidéo. Voilà. Ok. Le bilan de prévention. Alors, sur le deuxième, qu'est-ce qu'il était noté? Et quelle rémunération? Alors, pour le bilan de prévention et d'accompagnement parental, c'est un AMO 20 qui correspond à 50 €. Alors peut-être qu'on peut dire globalement, en fait, il a été pensé pour cette situation d'entre-deux, entre le moment où on a effectivement les personnes au téléphone. En les ayant au téléphone, il va y avoir plusieurs situations que vous connaissez toutes et tous assez bien. La situation où, en discutant un petit peu, on se rend compte qu'a priori, ce n'est pas d'orthophonie dont la personne a besoin à ce moment-là. Et du coup, on va orienter les personnes vers d'autres professionnels de santé, ou en tout cas d'autres solutions pour le moment T. Il y a la situation où, au vu de la demande, effectivement, il y a besoin d'un bilan orthophonique et on va proposer un bilan diagnostique classique. Et puis, ce fameux entre-deux où, au vu des informations qu'ils nous ont données, on n'est pas vraiment certaine qu'un bilan diagnostique ce soit nécessaire. Et pour autant, on entend qu'il y aurait besoin d'informations complémentaires, qu'il y aurait besoin d'échanges complémentaires. Et le bilan de prévention et d'accompagnement parental, il est là justement pour ce moment qu'on aurait pu prendre jusqu'à présent uniquement au téléphone et qui va nous faire passer un quart d'heure, 20 minutes, 30 minutes. On a voulu le valoriser et montrer que c'était du travail de prévention qui demande des compétences, et pouvoir créer cet acte-là qui vous permet à ce moment-là de recevoir les parents, puisque c'est un bilan qui ne concerne que les enfants jusqu'à 16 ans inclus pour le moment. En soi, on aurait aimé qu'il soit disponible pour toute la population dès à présent, mais ça n'a pas été possible. De pouvoir recevoir l'enfant et son entourage et donner à ce moment-là des conseils. Donc, en soi, il n'y a pas nécessairement de passation d'épreuves. Ça va plutôt être des échanges et une discussion où, bien sûr, on va prendre des éléments malgré tout anamnéstiques parce qu'ils sont indispensables, et dans notre discussion, ils viennent d'eux-mêmes. Et puis, on va pouvoir dispenser des conseils de prévention. À la fin de cet entretien, on rédigera une note qui n'est pas un compte-rendu de bilan orthophonique qui va être long, qui va faire plusieurs pages, mais qui vraiment doit tenir maximum en une page avec les différents éléments qu'on aura relevés, qui va être envoyé au médecin.
Et ce bilan n'est pas suivi d'actes de prise en soin, d'actes de rééducation. Voilà, si vous avez peut-être des questions pour rebondir sur cette présentation, et puis sinon, on passera à d'autres questions. Oui, on peut passer à d'autres questions. Quelle indemnité de déplacement appliquée pour un bilan des troubles d'origine neurologique à domicile, AMO 40, l'IFN? Donc, en fait, le principe, c'est qu'on a demandé à avoir une augmentation de nos indemnités forfaitaires de déplacement. Donc, juste pour rappel, quand on fait un déplacement, on code systématiquement une indemnité forfaitaire. Donc, avant, il n'existait que les IFD, hein, qui étaient cotés à 2,50 €. Et lorsqu'on dépasse les 2 km, quand on quitte le cabinet de plus de 2 km, on peut en plus coter des indemnités kilométriques. Ça s'ajoute à l'indemnité forfaitaire. Pour réussir à avoir cette augmentation de l'indemnité forfaitaire, on a dû accepter qu'elle ne soit pas généralisée à l'entièreté de nos actes, parce que nous, les orthophonistes, ne pratiquons pas tant d'actes à domicile que ça, mais d'autres professions pratiquent beaucoup d'actes à domicile. La réponse qui nous est régulièrement faite par la CNAM, c'est ce qu'ils appellent les effets de bord. Donc, si nous vous accordons quelque chose, les autres professions vont demander des choses similaires. Et donc, effectivement, si on augmentait les indemnités forfaitaires de déplacement pour tous les déplacements, le risque était que d'autres professions les veuillent également pour tous les déplacements. Et voilà, dans certaines professions, on voit bien que l'enveloppe globale serait bien plus conséquente que la nôtre. Donc, on a quand même réussi à obtenir une augmentation sur la majorité de nos actes, puisque le 15-6 et le 15-7 sont concernés et qui sont quand même une grande partie de nos déplacements. Et donc, quand on est dans le cadre d'un 15-6 ou d'un 15-7, on peut effectivement coter une IFN qui est donc à 4 € désormais. Alors, on voit, pour revenir peut-être sur le bilan de prévention, je vois que quelqu'un a mentionné le bilan et suivi mission Retrouve ton cap, qui apparemment apparaît dans certains logiciels, mais ça ne concerne pas les orthophonistes. Voilà, puisque nous, c'est le bilan de prévention et d'accompagnement parental, donc BPA, AMO 20. Voilà, donc le reste, a priori, ça, c'est pas pour nous. Alors, est-ce que la suppression de la DAP initiale remet en question le fait d'attendre 15 jours avant de débuter nos prises en soins? Tout à fait, puisque nous n'avons plus besoin d'attendre 15 jours pour débuter nos prises en soins, effectivement. Alors, ça ne change rien, en revanche, sur le fait que nos soins soient payés, remboursés ou payés directement en tiers payant aux professionnels de santé. Concernant le FOH, donc le forfait de prise en soin des patients en situation de handicap, on voit une question sur le fait qu'il soit facturable 2 fois par an s'il y a une aggravation des troubles. Effectivement, l'orthophoniste est à même d'observer et de déterminer si la situation du patient s'est aggravée ou en tout cas si ces troubles ont des répercussions encore plus grandes qu'auparavant, des répercussions fonctionnelles encore plus grandes, et pourra dans ces cas-là facturer un deuxième FOH si il ou elle le juge nécessaire dans sa prise en soin et c'est son intervention. Alors, pour revenir à la DAP, est-ce que cette suppression de la DAP est pour les 30 premières séances ou pour les 30 plus 20 premières séances? Donc, c'est bien pour les 30 plus 20 ou 50 plus 50, tant qu'on parle bien du bilan initial et pas des suivants. Alors, le forfait PCO, il s'agit d'un forfait que vous pouvez appliquer lorsque vous recevez des patients jusqu'à 16 ans, jusqu'à l'âge de 16 ans inclus, qui sont suivis par les plateformes PCO de coordination. Donc, c'est un forfait qui n'est pas cumulable avec le FOH. Alors, lors du bilan de prévention, le risque est de passer à côté d'une évaluation. Donc, je pense comprendre que c'est passer à côté d'un besoin de soins, j'imagine. En fait, nous, on juge que on est tous et toutes en capacité de juger du besoin. C'est-à-dire que
une possibilité, qui est parfaitement acceptable et valable, c'est quand on a un doute, de faire passer un bilan orthophonique diagnostique complet, donc les AMO classiques qu'on connaît habituellement, et quitte à conclure à l'absence de nécessité de prise en soin ensuite. Ça, c'est une possibilité qui demeure. Donc, s'il y a vraiment un doute sur les difficultés du patient, si on ne sait pas exactement si c'est dans la norme, plus pathologique, ou si on est un peu gêné, on n'est pas forcé de faire un BPA. On peut tout à fait finalement opter pour un bilan diagnostique qui nous permet d'avoir vraiment tous les éléments dont on a besoin. Oui, l'objectif, ce n'est pas de recevoir le patient un peu au rabais et de vouloir faire ça plus vite et de manière expéditive. Et je pense que on n'est pas du tout dans cette situation-là en tant qu'orthophoniste. Je ne pense pas que ce soit un risque à craindre, mais c'était plus d'essayer de répondre à une sorte de vide en termes de cotation pour toutes ces situations où on prend du temps, on répond aux parents et c'est du travail et pour autant, il n'était pas indemnisé, il n'était pas officialisé en fait comme tel. C'est vraiment cet objectif-là qu'on a voulu remplir avec ce bilan de prévention. Et alors, pour rester sur le sujet, donc il y a des questions sur le fait de pouvoir faire un bilan diagnostique alors qu'on a déjà réalisé un BPA, un bilan de prévention et d'accompagnement parental. Donc, ça reste possible. La seule chose, c'est que ça ne doit pas être vu comme quelque chose d'automatique ou de fréquemment fait juste à la suite. C'est-à-dire que si on a l'impression qu'il faut faire un bilan diagnostique, il faut le faire. On ne peut pas se contenter de faire un BPA parce qu'on n'a pas à ce moment-là le temps de faire plus, et puis 2 semaines ou 1 mois plus tard, faire un bilan diagnostique. D'accord ? Y a vraiment cet aspect de si on constate quelques mois plus tard que malgré nos conseils et notre guidance lors du BPA, le patient est toujours en difficulté ou plus en difficulté, bien entendu, et donc il reprend contact avec nous, bien entendu que nous sommes autorisés à pratiquer un bilan diagnostique. L'intitulé de l'ordonnance, puisque je vois cette question passer, est tout à fait le même et c'est bien ce qu'on a cherché à faire. C'est-à-dire que ce qu'on voulait, c'était justement que la même ordonnance, bilan orthophonique, puisse donner lieu soit à un BPA, soit à un bilan diagnostique en fonction de ce que nous jugions utile pour le patient à cet instant T. Et j'ajoute même qu'avec cette même ordonnance, on peut tout à fait faire passer un BPA en janvier 2023. Et si les conseils que nous avons fournis et le travail que nous avons conseillé ou ce que nous avons conseillé à la famille n'a pas été suffisant et qu'il nous recontacte quelques mois plus tard, si on est toujours dans l'année civile, dans les 12 mois qui suivent, on peut renouveler soi-même l'ordonnance et donc on peut utiliser la même ordonnance de bilan orthophonique pour pratiquer un bilan diagnostique cette fois-ci plusieurs mois plus tard. La seule chose, c'est qu'il a été clairement dit par la Caisse qu'il y aurait un contrôle global, pas individuel mais global, de ces pratiques-là pour s'assurer que la prise en main de ce BPA correspondait à ce qui avait été discuté en négociation et que si il constate que de très nombreux BPA sont suivis très rapidement dans le temps de bilan diagnostique, des questions vont finir par se poser et la Caisse reviendra vers nous pour qu'on en discute et qu'on décide de ce qu'on en fait, parce que ce n'est pas l'objectif de base. Et ceci étant, c'est une vigilance normale de la part de la Caisse nationale de l'assurance maladie avec la création d'un nouvel acte. Il n'est pas question d'être derrière les orthophonistes parce qu'on n'a pas confiance et qu'on va surveiller leurs pratiques. Globalement, il faut que vous sachiez que la CNAM fait confiance à la profession, observe que nous sommes une profession responsable et impliquée et que globalement, le climat est vraiment un climat de confiance. Et que par ailleurs, nous sommes très respectueuses de notre convention, de notre cadre réglementaire, et ce qui est parfaitement considéré par nos interlocuteurs. Donc, ayez confiance en vous et ce BPA, si vous pensez qu'il est justifié, allez-y, allez-y. Alors, pour obtenir l'aide famille et pour l'indicateur socle
exercice coordonné, à quel type de réseau peut-on adhérer? Pour l'aide famille, je lis plusieurs questions qui sont un peu rapprochées. Pour l'aide famille, la CPTS de mon secteur est en projet, je risque donc d'être pénalisée pour percevoir cette aide. Alors, donc effectivement, ça a été difficile pour le coup, hein, cette partie-là. Enfin, je parle pour les négociatrices et les négociateurs puisque je n'ai pas eu à signer ça, mais c'est vrai que accepter d'intégrer dans les indicateurs socles du FAMI l'exercice coordonné n'a pas été très simple. Donc, pour rappel, le FAMI, donc le forfait d'aide à la modernisation et à l'informatisation du cabinet, il était jusqu'ici constitué de 2 parties, 490 € qui étaient obtenus lorsqu'on respectait les 5 indicateurs socles, puis 100 € supplémentaires si on remplissait également l'indicateur de coordination des soins. Et à partir de l'année 2022, donc dans vos déclarations à partir de janvier 2023, les 590 € sont regroupés. Ils ne font qu'un et il faut respecter les 6 indicateurs pour toucher les 590 €. Donc, nous avons eu une commission paritaire nationale il y a une dizaine de jours. Nous avons abordé ce sujet très longuement pour d'abord demander la neutralisation de cet indicateur sur la coordination des soins, puisque c'est très clairement notre souhait que pour cette année encore où toutes les CPTS ne sont pas constituées, où les choses sont en train de se développer, ça nous paraît naturel qu'on puisse neutraliser cet indicateur de la coordination des soins. Nous attendrons la réponse officielle de la CNAM. En attendant, dans le guide méthodique du FAMI, il est bien précisé qu'une souplesse doit être apportée quand on constate, quand on prend en compte l'exercice coordonné, et qu'il n'y a pas que les structures spécifiquement coordonnées comme les CPTS ou les maisons de santé pluripro qui sont considérées comme d'exercices coordonnés. Donc, tout type de réseau sont considérés comme de l'exercice coordonné. Le travail avec les PCO sont considérés comme l'exercice coordonné. En fait, grosso modo, lorsque vous vous rendez en réunion avec d'autres professionnels de santé, toutes ces réunions sont considérées comme de l'exercice coordonné. Clairement, l'idée, c'est d'encourager les orthophonistes et tous les autres professionnels de santé, hein, puisque toutes les professions sont concernées par cette coordination, en tout cas par ce financement qui est lié à la coordination. C'est d'encourager les liens entre les professionnels de santé et on constate, on le sait, qu'un patient qui est pris en soin par des professionnels de santé qui se coordonnent a de meilleures chances qu'un patient qui est pris en soin par des professionnels de santé, disons, plus isolés, puisque ce sont les mots qu'ils utilisent régulièrement. Donc, les ESS. Nous avons demandé un écrit spécifique là-dessus parce que nous souhaitons que soit officialisé le fait que la participation à une ESS soit validée comme un exercice coordonné, notamment dans le cadre du FAMI. Donc, on n'est pas assuré d'avoir un écrit là-dessus, mais en tout cas, ça ne semblait pas du tout étonnant à la CNAM que nous fassions cette demande. Nous avons été extrêmement clairs sur le fait que les orthophonistes se coordonnent et que c'est une habitude dans notre profession, que nous transmettons les comptes rendus, que nous appelons les professionnels de santé et que c'est notre quotidien. Et que très clairement, là, il fallait laisser un petit peu de temps pour que des formes d'exercices coordonnés peut-être plus structurés viennent s'instaurer. Mais en tout cas, voilà, nous avons fait toutes ces demandes-là à la CNAM. Alors ensuite, toujours dans les coordonnées, on nous demande pour les EHPAD, les CAMS, les HAD, les institutions. Oui, en fait, à chaque fois que donc, ça ne veut pas dire juste prendre en soin un patient d'une de ces structures, hein, on est d'accord, c'est assister à une réunion de coordination avec d'autres professionnels de santé autour des patients que vous suivez dans ces cadres-là, effectivement. Qu'elles soient en visio ou en présentiel. Bien sûr.
Alors, quelques séances d'accompagnement parental après ce bilan de prévention aurait-il du sens parfois? Je pense qu'on est toutes d'accord avec ça, effectivement. Là, avec ce BPA, en fait, on était contente de pouvoir mettre un pied dans la porte pour officialiser notre rôle et pour rémunérer notre rôle dans le domaine de la prévention. Mais clairement, ce bilan de prévention, je pense qu'il aurait du sens pour toute la population, de la naissance jusqu'à la fin de vie. Et effectivement, si on pouvait envisager un certain nombre, par exemple, de rendez-vous, de séances où on puisse revoir pour continuer cette prévention, parce que c'est difficile d'avoir une action avec de la prévention en un seul rendez-vous, et ben on essaiera d'aller le chercher. Tout à fait. Alors, je lis « Et comment justifie-t-on auprès de la caisse notre participation à ces réunions ?» Donc, très clairement, là, on est dans le cadre de ce que Marie disait tout à l'heure. La caisse, dans l'absolu, alors, il n'y a pas de justificatif à produire en première intention. C'est-à-dire que vous allez cocher la case exercice coordonné. Bon, je ne vais pas présager, mais je pense que dans l'immense majorité des cas, rien ne sera demandé par la suite. Si jamais c'était le cas, je pense que c'est assez simple d'expliquer dans quel cadre vous avez eu des réunions d'exercice coordonné. Ça me semble... alors, on peut peut-être garder la convocation. Oui, si vous avez n'importe quel document écrit, effectivement, de convocation, fera l'affaire, c'est certain. Mais même si vous n'en avez pas officiellement, vous avez été invité par téléphone ou d'une autre façon, j'ai envie de dire, c'est un peu comme quand vous dînez au restaurant avec un autre professionnel et que vous passez cette dépense en frais professionnels. Voilà, vous écrivez le nom de la personne. Donc voilà, c'est assez rare que l'administration fiscale aille appeler cette personne pour vérifier que vous étiez bien au restaurant avec elle. Donc, je pense qu'on est un peu dans un cadre un peu similaire. C'est-à-dire que dans l'absolu, dites-vous que soyez honnête et juste. Mais dans ce cadre-là, je pense qu'il n'y a vraiment pas de souci à se faire. L'adhésion seule, par exemple, à une CPTS ne suffit pas si l'adhésion à une CPTS suffit. Et effectivement, voilà, dans ce cadre-là, une adhésion est suffisante. Mais c'est pareil, vous n'avez pas besoin d'envoyer votre justificatif d'adhésion. Si on se réunit de manière privée avec les autres thérapeutes de notre patient, est-ce considéré comme coordonné? Comment le prouver pour obtenir l'aide? Alors, donc, bon, il se trouve qu'on essaye de créer un petit peu ce que vous dites là. Ça s'appelle les ESCAP, ça existe, mais ça n'est pas encore sur le terrain. Avec les autres professions de santé conventionnées, via l'Union nationale des professionnels de santé, on travaille sur une équipe de soins coordonnée avec le patient, qui soit simple, sans création d'association, et qui s'adapte vraiment à la souplesse du terrain. Donc, c'est un peu ce que vous décrivez là en posant cette question. Pour l'instant, ça n'existe pas en tant que tel. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est la réalité de l'exercice coordonné, de discuter avec les professionnels qui s'occupent de votre patient. Donc, je dirais que oui, vous pouvez cocher la case exercice coordonné. À la limite, c'est plus de la coordination que d'adhérer à une communauté professionnelle territoriale de santé sans IGO de rôle. Alors, peut-on demander un FPH après une sortie d'hôpital de jour ou seulement après une hospitalisation en phase aiguë? Alors, le FPH, alors c'est pareil, c'est un sujet sur lequel on a des demandes de validation, mais on peut, alors après un hôpital de jour, je dirais non. C'est hospitalisation complète, ouais. Alors oui, c'est ça, c'est que nous on demande en SSR, suite d'SSR, parce que déjà ça, c'était pas forcément complètement acquis, mais effectivement, hôpital de jour, on va pas être dans le cadre du FOH, hélas. Alors ça, on l'a dit. Alors pour le domicile, alors si je fais un domicile pour un bébé,
Pour un TOA, donc un trouble de l'oralité, je risque de ne pas être indemnisée. Alors, si c'est un trouble de l'oralité, donc à domicile, vous pouvez toujours facturer une IFD, l'IFD classique à 2,50 €. Donc, si vous pouvez être indemnisé. En fait, les 3 cohabitent, donc l'IFD qui reste à 2,50 pour quelques cas, l'IFN, donc neuro, pour les 15,6 et les 15,7 à 4 €, et l'IFS pour les sorties d'hospitalisation à 4 € également. Comment modifier l'indemnité kilométrique à 4 €? Alors, l'indemnité kilométrique ou l'IFN? Tu peux remettre Comment modifier? Alors, du coup, c'est l'IFD qui est à 4 €. L'indemnité, alors, mais normalement, tout est modifié, enfin, normalement, hein. La plupart des logiciels ont à peu près suivi, à peu près, et donc tout est modifié automatiquement. Donc, du coup, j'ai du mal à comprendre la question parce que l'indemnité kilométrique, elle a effectivement augmenté, elle est passée à 38 centimes, je parle pour la plaine, hein, elle est passée de 24 centimes le kilomètre à 38 centimes le kilomètre. Et c'est bien l'indemnité forfaitaire qui est passée à 4 €. Et donc, normalement, voilà, votre logiciel doit le faire automatiquement. Ça, c'est déjà répondu. C'est un bilan classique. Oui. Alors, voilà. Donc, si un bilan de prévention nécessite, donc à la suite d'un bilan de prévention, il est finalement nécessaire de réaliser un bilan classique. On fait effectivement régler un AMO 20 pour le bilan de prévention et quelques mois plus tard, si un bilan classique est nécessaire, on fait régler un AMO 34. Alors, je vais revenir sur les IFN parce qu'en plus, je pense que quand j'ai dit cohabite, donc j'ai dit que les IFD, les IFN et les IFS cohabitent, mais elles cohabitent dans notre nomenclature, mais on ne peut pas les cumuler. Ce sont des indemnités forfaitaires, donc c'est soit 2,50 € pour certains cas qui restent, soit IFN 4 € pour la neuro, soit IFS 4 € pour les sorties d'hospitalisation. À ça, par contre, vous pouvez ajouter les indemnités kilométriques quand vous quittez votre cabinet au-delà de 2 km. Et j'ai vu une autre question sur... Oui, toutes les caisses rejettent les factures avec l'IFN car elles n'ont pas mis à jour leur logiciel. Que peut-on faire? Donc, effectivement, on a répondu à cette question en début de discussion. On sait. Et donc, on a fait remonter à la CNAM qui doit faire le nécessaire. Alors, en fait, on a eu pas mal de déboires hein, dans les publications dès cet été. La décision UNCAM qui concernait notre avenant était truffée de fautes. Là, la première nomenclature qui est sortie était truffée de fautes. Enfin, on ne sait pas bien ce qui se passe, mais il y a plein d'erreurs partout. De la part de la CNAM, de la part des logiciels aussi. Et donc, au fur et à mesure qu'on nous les signale ou qu'on les repère, on les fait remonter soit à la CNAM, soit au logiciel. Mais donc, n'hésitez pas à nous dire quand vous en observez pour qu'on puisse continuer à faire remonter. Mais c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'erreurs voilà, dont on n'est pas responsable pour le coup. Et voilà, donc voilà. Faut-il que ce soit une notification? En tout cas, il faut le domicile. Alors, oui, vas-y. Quand vous vous déplacez et que vous allez à domicile, il y avait une question sur l'ordonnance. Quand vous allez à domicile, il faut que la mention domicile figure sur l'ordonnance. Après, sur le choix de l'indemnité forfaitaire, ça, elle vous revient en fonction de la situation du patient. Alors, je n'ai pas compris si on peut demander un FPH en sortie de SSR. Pouvez-vous réexpliquer, s'il vous plaît? Oui, je comprends que vous n'ayez pas compris, parce que je n'étais pas très claire. En fait, oui, c'est-à-dire qu'on a insisté pour que ce soit bien le cas. Parce que au départ, il y avait quand même la notion que c'était de l'hospitalisation complète en hospitalisation aiguë, et donc on a fait le nécessaire pour que ça fonctionne. Donc oui. Alors, dans le cas des bilans initiaux effectués avant juillet 2022, et quand on arrive au bout de la série de 30 séances, doit-on faire une DAP pour le renouvellement de 20 séances? Non, ce n'est pas nécessaire. Est-ce que les groupes
sont possibles pour tous les types d'actes. Alors, ils sont précisés. Donc, alors, juste pour revenir un peu sur les groupes, donc on a fait préciser on a fait préciser le nombre de participants possibles pour les groupes. Donc, c'est de 2 à 4 participants. Et l'AMO a changé. Et donc, on passe d'un AMO 5 par patient à un AMO 9 par patient. Alors, quand on parle de participants, on parle donc de patients par orthophoniste, de 2 à 4 patients par orthophoniste. Et pour les possibilités, alors, excusez-moi, pour les groupes, on a pu faire rajouter sur ces négociations-là des nouveaux troubles qui peuvent être pris dorénavant en groupe. Donc, on a pu faire ajouter les anomalies des fonctions oromyofaciales et de l'oralité, c'est ce qui équivaut à l'AMO 13.5 qu'on peut aujourd'hui proposer en groupe. Et également l'AMO 13.8, donc éducation et rééducation de la communication et du langage dans les handicaps moteurs, sensoriels et ou les déficiences intellectuelles. Donc, ces actes-là, du coup, c'est dans le cadre de ces pathologies ou de ces troubles-là, on peut réaliser des groupes en plus de ce qui était déjà possible avec les autres troubles. Alors, si on fait des rééducations de groupe avec 2 enfants et que l'un est absent, est-ce qu'on facture en séance classique? Oui, tout à fait. Alors, attention, forfait PCO, pas payé par certaines mutuelles, notamment SP Santé, faire remonter à votre... Ah oui, d'accord. D'accord. Alors ça, moi j'en avais, effectivement, ça m'est jamais arrivé d'avoir comme ça des rejets de forfait PCO, puisqu'en fait, quand on facture un forfait PCO, c'est facturé de la même façon que les actes, c'est-à-dire que 60% est pris en charge par l'assurance maladie, 40% du forfait est pris en charge par la mutuelle. Donc apparemment, certains et certaines d'entre vous font remonter des refus de paiement de la part de certaines mutuelles. Là, on vous conseille de vous adresser directement à votre syndicat régional, de faire remonter l'information avec effectivement le nom de la mutuelle qui n'accepte pas de payer le forfait. Et en fait, avec le maximum d'éléments tangibles pour que, notamment la cause du refus, parce que, en fait, pour que ça aide à travailler là-dessus. Pour les groupes, faut-il une prescription spécifique ou peut-on piocher, entre guillemets, dans les séances individuelles de la DAP? En fait, on a justement abordé le sujet en commission paritaire nationale au mois d'octobre en expliquant à l'assurance maladie que c'était quand même bien contre-productif de devoir envisager d'avoir une nouvelle ordonnance, de refaire un bilan qui serait spécifique ensuite au groupe. Et donc, c'est effectivement ce qu'on a demandé à l'assurance maladie, mais on voudrait quand même avoir un retour écrit de la part de l'assurance maladie là-dessus. Mais c'est ce qu'on voudrait, effectivement, qu'on puisse directement effectuer ces séances de groupe sur la DAP de l'ordonnance initiale. Si on fait un suivi par une plateforme de coordination et d'orientation, donc les PCO dont on parlait tout à l'heure, cela valide-t-il le 6e indicateur? Oui, tout à fait. J'en vois une autre, le fait d'aller au... Ah, je la vois plus. Ah. Oui, non, je voyais à droite. Mais... La nouvelle cotation vient-elle remplacer celle des traitements en cours et s'appliquer à la prochaine facturation? Oui. Alors, en fait, là, je ne sais pas si on comprend la même chose. Moi, ce que je comprends, c'est que si vous avez, par exemple, un traitement en cours avec des patients pour du langage écrit, donc AMO, anciennement AMO 10.1, tous vos actes avant le 27 octobre seront cotés en AMO 10.1. À partir du 27 octobre inclus, vous les cotez en 18. Et si vous facturez
plusieurs séances, vous aurez des séances en 10.1 et des séances en 10.8. Voilà, je ne sais pas si c'était le fond de la question. Mais donc, la nouvelle cotation commence au 27. Donc, on nous demande le fait d'aller aux ESS permet de toucher le forfait PCO et de prétendre aux 100 € du famille. Alors non, donc c'est deux choses différentes. Le forfait PCO, c'est uniquement pour les enfants qui sont suivis dans des PCO, donc dans des plateformes de coordination et d'orientation. C'est des plateformes spécifiques. Et donc le forfait PCO ne peut être touché que dans ce cadre-là. Et ensuite, pour les 100 €, enfin, qui sont du coup devenus le package total 590 €, là, effectivement, le fait d'aller en ESS, on espère avoir un écrit de la CNAM pour vraiment valider que ce sera validé dans cet indicateur-là, mais on y est favorable. Si on participe au PCO également, ça, il n'y a pas de doute, on peut, si on se coordonne dans le cadre de PCO, on peut effectivement cocher la case exercice coordonné. Une question sur l'IFS et l'IFN. Alors, on ne continue pas dans quelqu'un. Alors, si vous avez l'un ou l'autre. Oui, donc, en fait, les indemnités forfaitaires, effectivement, les IFD, les IFN et les IFS concernent le déplacement uniquement. Donc, l'IFD, c'est ce qu'on avait jusqu'ici, qui est à 2,50 €, qui maintenant concerne seulement les actes qui ne sont ni des 15-6, 15-7, ni des sorties d'hospitalisation. Lorsque vous prenez en soin un patient à domicile en sortie d'hospitalisation, vous pouvez facturer une indemnité forfaitaire IFS à 4 €. Lorsque vous prenez en soin un patient en euros 15-6, 15-7 à domicile, vous pouvez facturer un IFN à 4 €. Et lorsque vous allez à domicile pour d'autres situations, vous pouvez continuer de facturer un IFD à 2,50 €. Alors, l'IFN n'apparaît pas sur la grille tarifaire à imprimer proposée par la FNO. Tout à fait. Une nouvelle est en préparation. Pouvez-vous nous donner des exemples de plateformes spécifiques type PCO? Alors, je pense, vous pouvez retrouver normalement sur le site du ministère de la Santé une page qui recense toutes les plateformes de coordination et d'orientation qui sont actuellement existantes sur les territoires, donc toutes les PCO qui sont existantes sur le territoire. Il y a quelque temps, certains endroits n'étaient pas pourvus, donc je ne sais pas si aujourd'hui ça s'est davantage développé. En fait, par PCO, on entend une entité qui va regrouper des coordinateurs qui vont être là pour recevoir la famille qui a une demande d'évaluation pluridisciplinaire et qui va pouvoir coordonner les différents professionnels qui vont intervenir. Donc, si une orthophoniste a déjà réalisé le bilan, eh bien, la PCO va parfois prendre contact avec cet orthophoniste pour lui dire, voilà, vous êtes plusieurs professionnels à intervenir, on va faire une réunion, est-ce que vous pourriez du coup venir pour participer? Donc, je ne sais pas tellement comment vous donner d'exemples plus concrets. Alors, typiquement, comment est-ce que ça peut se passer quand on a une suspicion de troubles du spectre de l'autisme, par exemple? Je sais que nous, en Île-de-France, il peut y avoir des temps d'attente, et c'est le cas dans beaucoup d'autres endroits, de plusieurs mois si on veut orienter les enfants vers un hôpital. Et du coup, on peut effectivement orienter les enfants vers ces plateformes-là, et ça permettra parfois d'avoir des bilans un peu plus rapidement, qui seront en revanche réalisés soit en libéral, soit des professionnels auront contractualisé avec la PCO. Est-ce que tu peux enchaîner avec ça? Alors, c'est la PCO qui nous appelle ou c'est à nous de l'appeler après notre bilan? Je pense que les deux sont valables en fait. C'est-à-dire que si la PCO vous appelle, tant mieux. Et si ce n'est pas le cas et que vous savez qu'il y a une coordination et que l'enfant est suivi par cette PCO, je conseillerais de prendre contact.
Alors, je ne sais pas qui a posé cette question, mais merci. Si la DAP n'est plus nécessaire, faut-il quand même avoir une ordonnance médicale ou n'est-elle plus nécessaire? Et donc, il se trouve que Marie Tabot-Debot et moi-même étions auditionnés cet après-midi à l'Assemblée nationale par des députés de la Commission des affaires sociales parce qu'une proposition de loi à nouveau va être proposée par Madame Stéphanie Ries, qui est députée du Loiret, sur la confiance aux professionnels de santé et qui propose à nouveau l'accès direct pour les orthophonistes. Donc, nous avons donné, voilà, parce que juste pour rappel, il y a un an, avait été voté dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale une expérimentation pour 3 ans dans 6 départements de l'accès direct en orthophonie. Et un an plus tard, l'expérimentation n'est toujours pas en route. Et donc, cette nouvelle proposition de loi va être proposée a priori au mois de janvier. Et donc, nous avons répondu à ces questions. Donc, pour faire plus court, oui, nous avons toujours besoin d'une ordonnance à l'heure actuelle. Alors, sauf en cas d'urgence, puisque depuis plusieurs années, nous avons le droit de prendre en soin des patients en absence d'un médecin en cas d'urgence. Accepteriez-vous, s'il vous plaît, accepteriez-vous, s'il vous plaît, de détailler les indemnités pour les maîtres de stage? Donc oui, tout à fait. Alors, ce qu'il faut savoir, on n'en a pas beaucoup parlé, c'est qu'effectivement, cet avenant 19 comporte également un volet démographique qui va permettre d'inclure dans un groupe qu'on va nommer maintenant les zones sous-denses. Donc jusqu'ici, on avait sous-doté, très sous-doté, intermédiaire et surdoté, mais sous-doté, très sous-doté, et seules les zones très sous-dotées étaient concernées par les aides à l'installation. On a créé un groupe plus grand qui reprend toutes les zones très sous-dotées et une partie, en tout cas une partie, et une partie des zones sous-dotées, et qui s'appelle maintenant donc les zones sous-denses, qui s'appellera parce qu'on attend encore la publication au journal officiel du guide, on va dire, démographique pour le zonage national. Et ça devrait normalement arriver début 2023, premier trimestre 2023. Et ensuite, chaque région doit produire son zonage régional. Donc, ça va prendre un peu de temps, plus en tout cas que ce qu'on aurait voulu, puisqu'on espérait une publication du zonage national en juillet 2022. Donc voilà, on s'est permis de leur signaler fortement qu'on n'était pas satisfait de ça. Donc le nombre de zones sous-denses du coup va être plus grand puisqu'elles représentent maintenant 17% de la population. Et dans ces zones, donc ça sera seulement une fois que ces publications auront eu lieu, les maîtres de stage qui reçoivent des stagiaires de 4e et de 5e année peuvent prétendre à une incitation de 200 € par mois. Alors, le fait de réclamer que les ESS soient considérés comme une coordination des soins ne risque-t-il pas de faire confusion entre ce qui est pédagogique et ce qui relève du soin? Là, je pense que ça dépend de notre positionnement aussi. Nous savons parfaitement que nous sommes des professionnels de santé. Nous agissons lorsqu'il y a des troubles et lorsqu'il y a besoin d'une prise en soin. Et encore une fois, on l'appuie. Alors, évidemment, on peut voir des enfants qui sont des élèves. Et comme on est amené à intervenir dans tous les milieux dans lesquels ils vivent au quotidien, on est susceptible effectivement de se rendre dans des ESS. Mais il faut savoir que ça fait partie aujourd'hui du parcours de soins que d'intervenir pour les professionnels de santé dans tous les milieux de vie. Alors là, en ce qui concerne l'enfant, et ça fait partie du parcours de soins recommandé par la Haute Autorité de Santé pour les enfants qui présentent un trouble du neurodéveloppement. Donc, ce sont des choses qui aujourd'hui sont quand même bien cadrées et reconnues par des autorités de santé également. Alors, la DAP en bilan initial et de renouvellement est supprimée? Non, seulement pour le bilan initial. Donc, il faut bien avoir en tête que le bilan initial peut donner lieu à 30 plus 20 séances. Ça, on est toujours sur le bilan initial. Ou à 50 plus 50 séances, on est toujours sur le bilan initial. Le renouvellement, c'est après ça.
c'est quand on fait quand on fait des épreuves d'un bilan de renouvellement et on est à la fin de ces séries-là, en fait. A-t-il été question de l'indemnisation du temps passé en réunion dans les écoles ou dans les hôpitaux de jour? Alors, j'imagine que c'est sous-entendu lors des négociations. C'est un sujet qui revient régulièrement sur le tapis. C'est quelque chose que l'on défend parce que c'est du temps qui demande encore une fois des compétences et de l'expertise qui font partie de notre champ de compétences et qui devraient effectivement être rémunérés. Pour l'instant, on n'a pas eu gain de cause véritablement, mais on ne lâche pas l'affaire. Ce qu'on nous dit aujourd'hui, je ne sais pas si tu me rejoins là-dessus, mais c'est qu'on peut éventuellement demander une indemnisation, mais directement aux écoles ou aux parents. Mais c'est compliqué effectivement à obtenir. Mais en tout cas, on l'a toujours en tête, bien sûr, parce que comme vous, on est concerné aussi par ces réunions-là et on estime que c'est du travail. Pour revenir sur l'IFD de 2,50 €, elle est revalorisée à 2,54 jusqu'au 31 décembre 2022 pour l'aide financière exceptionnelle. Je précise que c'était une question. Donc non, c'est pas ça qui s'est passé, puisque l'indemnité forfaitaire de déplacement concerne tous les déplacements. Les 4 centimes supplémentaires, ils sont liés à l'augmentation du prix de l'essence. Donc moi, qui fais mes déplacements en vélo, je ne suis pas concernée par ça. En fait, elle concerne les indemnités kilométriques. Donc en fait, c'est quand on dépasse plus de 2 km autour de son cabinet. Donc là, effectivement, il y a une aide de l'État jusqu'à fin décembre. Mais l'indemnité forfaitaire n'a pas bougé. Dans mon logiciel, l'AMO 9 est noté comme rééducation de groupe hors rééducation individuelle. Ce n'est pas noté comme ça dans notre convention. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que tu veux bien descendre? Est-ce une erreur du logiciel? Alors là, suite à la publication du coup toute récente, là, le 27 octobre, de notre nomenclature avec les mises à jour, on a noté diverses erreurs. On a du coup fait remonter ces erreurs-là à la CNAM. Alors, il est probable que ça résulte en fait de ça. De toute façon, on repasse tout au peigne fin pour faire remonter effectivement les erreurs. Alors, sauf que je ne les ai pas sous les yeux. Les nouvelles séances de groupe, on nous demande toutes les séances de groupe. Alors, on nous demande de redonner toutes les séances de groupe qui sont possibles en fonction des troubles et des pathologies. Je vous avoue que je ne les connais pas par cœur. Je ne les ai pas sous les yeux. Donc, je ne peux pas vous les donner. Je peux vous redonner les nouvelles, mais en tout cas, elles sont sur le site de la FNO. Sachez que ça, vous pouvez le retrouver, mais là, de tête, je pourrais pas vous les redonner. Alors, question. L'organisation de séances avec des professionnels de santé non conventionnés, comme les psychomotriciens, en groupe d'habileté, exemple groupe d'habileté sociale, sera-t-elle envisagée? J'ai du mal à. Ouais. Chacun, oui. En fait, là, dans ces cas-là, quand on organise un groupe avec un professionnel de santé autre, quel qu'il soit, hein, conventionné ou pas conventionné, à ce moment-là, on peut facturer, nous, nos actes. Et ensuite, lui, parce que eux, étant donné qu'ils ne sont pas conventionnés, il faut qu'ils gèrent leur règlement directement avec les patients, en fait. Donc, c'est comme ça. Mais si l'autre, c'est ça, voilà. Si l'autre professionnel n'est pas conventionné, c'est ça. C'est que lui ou elle gère son paiement comme il le souhaite avec ses patients. Je ne sais pas si c'est clair du coup. Un écrit quelque part, non, il n'y a pas vraiment d'écrit.
Alors, le fait de ne plus avoir éventuellement besoin d'ordonnance pour travailler, donc en lien avec la proposition de loi de Madame Rist, me semble risqué car ça peut donner lieu à sortir du statut d'auxiliaires médicaux. Non. En fait, il faut savoir que l'orthophonie est inscrite comme une profession de santé au Code de la santé publique. Donc, il est vraiment très clair et tout à fait admis que les orthophonistes sont des professionnels de santé et il n'y a pas de risque que ça nous fasse sortir de ce statut. En fait, c'est simplement une modification d'une ligne dans le Code de la santé publique, puisqu'actuellement, il y a écrit l'orthophoniste pratique son art sur prescription médicale. Et a priori, si un jour ça se fait, on rajouterait, soit on enlèverait cette phrase-là qui nous laisserait libre, soit on ajouterait ou peut pratiquer son art sans prescription médicale. Donc, ça ne change rien. Ensuite, on est en train de travailler, donc on travaille activement dans le cadre d'une intersyndicale qui s'appelle les libéraux de santé, dans laquelle on est 11 syndicats de professions conventionnés. Et on a travaillé dans ce cadre-là depuis l'été dernier à la suppression du terme auxiliaire médical pour le transformer en une nouvelle terminologie qui s'appelle les professionnels médicaux à compétences définies. Et donc, dans ce cadre des libéraux de santé, on s'est tous mis d'accord pour sortir du terme auxiliaire médical en le changeant à la faveur de ce nouveau terme. Et donc, nous avons collectivement déposé des amendements lors de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour modifier ce terme. Les IFD, les ICA, est-ce que tu peux revenir du coup? Mais je crois qu'il y a un amalgame entre IFD et ICA. Alors, moi, ouais, alors quelqu'un rapporte peut-être une erreur sur le logiciel Vega alors les IFD auraient bien été, l'IFD aurait bien été revalorisé, mais pas les indemnités kilométriques. Alors, est-ce que c'est une erreur de l'éditeur? Mais je ne comprends pas bien à quel niveau. Oui, oui, ouais. Donc non, vous n'avez pas. Donc, ok. Alors, on va se renseigner là-dessus parce que c'est pas ce qui nous a été dit, hein, ça serait pas très logique. Donc visiblement, tout le monde a cette même situation puisque Ortho 4000, Soins 2000, Vega, ça commence à faire beaucoup. On va se renseigner, mais a priori, ça semble très étonnant parce que dans ces cas-là, il faudrait que les IFN et les IFS soient également revalorisés de 4 centimes. Donc, à mon avis, mais alors du coup, peut-être qu'il faudra qu'on remonte à la CNAM parce que c'est peut-être une autre erreur qu'on n'aurait pas constatée. C'est noté. Alors, pouvez-vous répéter quel forfait on peut facturer quand on travaille avec une PCO? Le forfait PCO, il s'appelle... Si, FP, non. C'était FTD. FTD, c'est ça, pardon, c'est le forfait FTD. Et donc, c'est un forfait. Alors, c'est un forfait qui peut vous permettre de facturer effectivement quand vous recevez un enfant qui est suivi par une plateforme PCO. Vous pouvez facturer en plus d'un acte ce forfait. Alors, je vois, il n'apparaît pas dans mon logiciel, là, voilà. Normalement, il doit y être parce que il date pas de l'avenant 19, celui-là. Hein. Il date de l'avenant 18 qui a été signé à l'été 2021. Donc, vraiment, normalement, il devrait y être. Si vraiment il n'apparaît pas, faites-le remonter directement au logiciel parce que je pense que c'est... Oui, FTD, FTD. C'est ça, FTD. Alors, question hors de l'avenant 19. Est-ce possible de suivre à 2 orthophonistes de 2 cabinets différents un patient pour un même trouble?
par exemple, pour un AMO 15-6, une ortho s'occupe de la partie plus cognitive et l'autre des difficultés de dysphagie et dysarthrie. Si oui, comment faire pour les DAB, de séparer une seule, mais il me semble que les DAB sont attachés à l'ortho et plus aux patients. J'avais posé la question il y a un moment à la CPAM, mais impossible d'avoir une réponse claire. Nous avons une réponse claire pour vous. Donc, on peut tout à fait faire ça. Donc, la seule chose, c'est qu'on ne peut pas facturer 2 actes d'orthophonie le même jour. Mais au-delà de ça, vous pouvez tout à fait voir le même patient à plusieurs orthophonistes, tant que les dates des actes ne sont pas les mêmes jours. Et vous pouvez tout à fait partager une DAP. Et donc, vous faites une seule demande d'accord préalable. Donc, je vous rappelle que vous la faites seulement si c'est un renouvellement. Hein. Si c'est une prise en soin initiale, vous ne faites pas de DRP. Mais du coup, vous faites une DAP et ensuite, vous facturez les actes. Donc, faites juste attention à bien vous diviser les actes pour pas dépasser les 50, puisqu'on est dans le cadre de la neuro. Mais à part ça, aucun problème. Voilà. J'ai l'impression que on a fait le tour. On a épuisé toutes vos questions. Ah, une dernière. Doit-on demander un justificatif pour la participation aux ESS, réunions de coordination? Je pense qu'elle symbolise assez bien la soirée et globalement les questions sur le famille et l'avenant 19, parce que c'est vrai que c'est une vraie question. Donc, non, ce n'est pas nécessaire de demander un justificatif. On vous demandera a priori pas de justificatif. Vous devez cocher une case, donc c'est une attestation sur l'honneur qui vous engage. Mais a priori, il n'y a pas de raison de devoir fournir un justificatif. Si vraiment on venait contrôler, la CPM venait contrôler les choses, éventuellement, on pourrait vous demander d'en produire un, mais voilà, on peut supposer que ça sera assez peu probable. Alors, donc, il y a eu des questions sur la téléexpertise. Alors, la téléexpertise, théoriquement, je pense qu'on va le dire comme ça, théoriquement, c'est une possibilité qui s'offre à nous pour, on appelle ça pour être requérant, et donc demander à un médecin, contacter un médecin en téléexpertise, donc à distance, pour obtenir des informations spécifiques sur des soins qu'on apporte à un patient. Elle est valorisée pour le médecin et elle est aussi valorisée pour nous, pour notre temps passé. De notre côté, c'est 10 € la valorisation. Effectivement, à l'heure actuelle, on est vraiment dans des balbutiements. Donc, je crois qu'il commence à exister pas mal de plateformes maintenant qui existent spécifiquement pour ces téléexpertises. Et je pense que c'est un outil dont il faudra vraiment qu'on s'empare et qu'on va essayer de pousser un peu plus pour justement trouver, parce que clairement, c'est une des réponses un peu à cette coordination qu'on peut faire. Alors, la téléexpertise, c'est sur des aspects un peu spécifiques, hein, mais c'est quand même une des réponses à une forme de financement de la coordination avec d'autres professionnels. Actuellement, on ne peut requérir que des médecins. Nous avons nous, la FNO, et dans le cadre des libéraux de santé dont je vous parlais tout à l'heure, déposer des amendements afin que toutes les professions de santé puissent être requises en téléexpertise. Donc, on est d'accord sur le fait qu'il serait souhaitable qu'un kiné puisse requérir une orthophoniste en téléexpertise, qu'une orthophoniste puisse requérir une orthoptiste en téléexpertise, ou qu'un médecin puisse requérir une orthophoniste en téléexpertise. Tout ça fait sens pour nous. Donc voilà, c'est des sujets effectivement qu'on va un peu plus pousser à l'avenir. Une dernière chose, attention, le forfait PCO se facture une fois par an. J'ai cru voir passer un forfait par séance. Non, un forfait par an. Non cumulable avec le FOH. Voilà. Alors, juste pour être sûr d'avoir bien compris, je peux réaliser une séance le même jour qu'une collègue pour un même patient s'il s'agit de soins et donc d'une ordonnance différente ou non? Alors, non. Donc ça, c'est impossible. Jamais, dans aucune circonstance, on ne peut facturer 2 actes d'orthophonie le même jour, que ce soit 2 actes d'une même orthophoniste ou 2 actes de 2 orthophonistes différentes. Nous n'avons
pas le droit de faire ça. Dernière question. Alors, à quelle rémunération peut-on prétendre pour une réunion PCO? Alors, vous pouvez, donc dans ces cas-là, vous pouvez faire un devis ou établir une facture directement auprès de la PCO, de la plateforme elle-même. Vous retrouverez sur le site de la FNO des documents à ce sujet avec des modèles de devis ou de factures et des consignes justement pour vous aiguiller sur les montants à demander. En tout cas, on vous conseille vivement, il n'est pas question de conventionnement avec ces PCO. On ne peut donc requérir qu'un médecin anti-expertise, absolument. Oui. Avec la suppression de la première DAP et donc de son envoi, faut-il juste communiquer l'ordonnance par score à la CPAM? Oui. Vous scannez quand vous voulez facturer votre bilan, vous scannez de toute façon votre ordonnance et elle va être envoyée par score. Tout à fait, ça reste en tout cas nécessaire. Alors, si un patient est suivi par 2 orthophonistes, qui émet la DAP? Chaque praticien pour un nombre de séances ou un seul praticien pour la totalité? Si divisé en 2 fois 25, il y a un risque de ne pas arriver au terme en même temps pour le renouvellement. Donc, en fait, ça, c'est vraiment à vous de gérer. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ça peut être, en fait, c'est une DAP pour les soins, globalement. Et ensuite, vous dispatchez les séances comme vous le souhaitez. Donc, y compris, ça peut tout à fait être que vous mettez dans votre logiciel plus de soins que nécessaire et que quand vous arrivez à 25, enfin, il faut se coordonner avec votre consoeur, en réalité, ou votre confrère. Et effectivement, pour ne pas dépasser 50, mais ça ne pose pas de problème d'inscrire dans votre logiciel plus de 25 séances, il n'y a aucun problème. Mais de toute façon, l'idée d'avoir une seule DAP, c'est vraiment l'idée de se coordonner avec la consoeur ou le confrère au sujet aussi des séances. Ok, on va s'arrêter là, je pense. On a balayé pas mal de sujets. S'il vous reste des questions ou s'il y en a d'autres qui arrivent par la suite, n'hésitez surtout pas à contacter vos syndicats régionaux qui sont bien informés de tous ces sujets-là. Vous pouvez les interroger et ils vous répondront. Si vous ne connaissez pas les coordonnées de votre syndicat régional, vous pouvez aller sur le site de la FNO, il y a une carte de France et vous cliquez sur votre région et vous aurez les coordonnées du syndicat. Pour l'instant, oui, absolument, Marie-Christelle, tout à fait. Il y a aussi des réunions physiques ou par Zoom qui sont prévues dans les régions au sujet de l'avenant 19. Donc, dès maintenant, il y a déjà des dates qui sont prévues. Donc, n'hésitez pas à poser la question à vos syndicats régionaux de savoir quand ont lieu ces réunions pour pouvoir vous rendre à ces occasions-là. Et puis, vous retrouverez également sur le site de la FNO des foires aux questions dans lesquelles on a repris vos questions les plus fréquentes sur l'avenant ou même sur d'autres sujets. Voilà. Merci beaucoup pour votre présence, pour toutes vos questions. On espère que voilà, on a répondu à un maximum de choses et puis à très bientôt. Ah, est-ce qu'on pourra revoir la réunion? Oui. Oui, on va mettre en replay, effectivement. On va mettre sur le site en replay. Donc, alors, peut-être pas demain, mais je pense jeudi ou vendredi. On va essayer de le faire rapidement. Et comme ça, vous pourrez tout re-regarder à l'envie. Bonne soirée à toutes et à tous. Bonne soirée.